très difficile aujourd'hui de penser le conte merveilleux sans évoquer Disney. Disney a été mentionné plusieurs fois d'ailleurs aujourd'hui. C'est vrai pour le chercheur, le critique, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi, à l'occasion de ce colloque, d'aborder ce sujet. Mais c'est aussi vrai pour le destinataire et pour l'artiste, dont les repères dans la sphère du conte merveilleux sont nécessairement balisés par Disney, à moins qu'il ait vécu entièrement isolé des produits de masse occidentaux. Rares sont ceux déjà qui n'ont pas vu les contes merveilleux filmiques que sont Snow White and the Seven Dwarfs, Cinderella et Sleeping Beauty, respectivement sortis en 1937, 1950 et 1959. Si on fait un calcul rapide, nos princesses ont donc entre 58 et 80 ans. Évidemment, c'est pas grand-chose en comparaison de leurs homonymes littéraires, Cendrillon et la Belle au bois dormant ayant chacune plus de 1000 ans, et Blanche-Neige, toujours dans la fleur de l'âge, seulement 300. Pourtant, pour 1937, l'Oscar du meilleur film allait à The Life of Émile Zola. Je serais prête à gager que la plupart d'entre vous n'ont pas vu ce film-là. On contemple donc un premier phénomène. Ces films, à l'instar des contes merveilleux, semblent avoir un bon potentiel épidémiologique. Ils passent l'épreuve du temps. Snow White, entre sa parution et l'an 1993, est revenu au cinéma pas moins de 9 fois, de sorte que, qu'on ait 30 ou 80 ans, c'est un film de notre enfance. Bien sûr, ça facilite d'autant sa passation, comme en témoigne la récente annonce du retour de Passepartout, on aime passer à nos enfants ce qui nous a marqué enfants. Mais ce qui m'intéresse davantage, c'est que les princesses de Disney existent bien au-delà des films qui les ont mis en scène. Dans un petit livre inspiré de Bettelheim, Psychanalyse des dessins animés, Geneviève Gennati observe la chose suivante, je cite, « Le graphisme de Blanche-Neige, de la sorcière et des nains nous est devenu tellement familier que, même si nous n'avons pas eu accès aux dessins animés dans notre enfance, nous ne pouvons plus nous figurer différemment les personnages. Non seulement nous les reconnaissons spontanément, mais ils présentent le coup de crayon Disney. Notre propre imaginaire est balayé au profit d'un produit culturellement accessible à tous dans la réalité. » Fin de la citation. Mon propre éveil à la façon dont Disney modifie les contes de fées, question qui allait constituer le sujet d'une thèse que je suis actuellement en train de terminer, s'est fait il y a 10 ans, alors qu'on me demandait en quoi j'étais déguisée. En Blanche-Neige, j'ai répondu, et j'ai eu la réponse que je craignais. Mais non, Blanche-Neige, sa robe est rouge, bleue et jaune. C'était pas une enfant, mais une étudiante en littérature, qui savait pourtant bien que Disney n'avait pas créé Blanche-Neige, qui savait peut-être même que, dans le conte merveilleux, la description physique se limite à quelques éléments souvent mentionnés dans le titre ou le nom du personnage. Le petit pousset, la barbe bleue, le chaperon rouge. Plus souvent, quand une robe y est décrite, elle est de la couleur du temps, de la lune, du soleil, et résiste à la représentation et à l'uniformisation. Au contraire, avec ses versions filmiques, Disney a été forcé de réfléchir aux moindres détails de la représentation de ses personnages. Et ces détails, on les transporte aujourd'hui encore avec nous. Comme le dit Gennati, même si on n'a jamais vu les films de Disney. C'est que les contes de Disney ne sont pas que des films, ils se constituent physiquement au sein des hétérotopies qui sont Disneyland, Disney World, Euro Disney, etc., mais surtout à travers une masse de produits dérivés dont la présence n'est limitée par aucune frontière. Je mets chacun d'entre vous au défi d'aller au dépanneur et d'en sortir sans avoir vu de personnage de Disney. De toute façon, on a M. Lebel ici qui porte un chandail de Donald Duck, alors le défi est déjà raté. La seule gamme des princesses Disney, lancée en 2001, comptait 10 ans plus tard quelques 25 000 produits dérivés et génère en fait annuellement 3 milliards de dollars. Dans le milieu du divertissement, elle remporte la palme de la vente des biens de consommation. Et ce n'est pas un nouveau phénomène. Disney a été parmi les premières entreprises à autoriser la création de produits dérivés, donc le licensing. Et en 1936, donc un an avant la parution de Snow White, on comptait déjà 70 concessions pour Snow White and the Seven Dwarfs. Ça fait beaucoup de chiffres dans un colloque littéraire, je m'en excuse. Mais ce petit tour d'horizon me paraissait nécessaire avant d'en arriver au but de ma communication, qui est de voir comment, de façon générale, cette omniprésence de Disney dans l'espace public affecte l'imagerie qu'on a du conte et, par ricochet, les réécritures de contes de fées qui ne portent pas la signature de l'entreprise. Je vais me concentrer sur Blanche-Neige, Cendrillon et la Belle au bois dormant, d'abord parce que ce sont tous des contes merveilleux ancrés dans le folklore populaire, donc par opposition à des œuvres d'auteurs comme Pinocchio, Peter Pan, auxquels on peut associer finalement un auteur. Et ensuite parce qu'ils ont touché plusieurs générations, au contraire des deux autres vagues de contes filmiques qui concernent les périodes 89 à 92, donc The Little Mermaid, Aladdin, Beauty and the Beast, et 2009 à aujourd'hui, donc The Princess and the Frog, Tangled, etc. Ce qui m'intéresse, ce sera d'observer non pas comment Disney a influé sur la signification même des contes,
Par exemple, en transformant des récits polysémiques en romans grecs où l'amour est le seul but recherché, mais plutôt de voir d'après certains détails de quelle façon l'influence de Disney se glisse sournoisement dans les réécritures et dans l'imaginaire individuel. Je vais commencer par quelques exemples tirés des productions commerciales avant de voir comment l'influence de Disney se fait aussi sentir à l'intérieur d'une sphère artistique un peu plus nichée. Donc, quand je parlais des nombreux produits dérivés qui entourent les films de Disney, j'incluais évidemment tout ce qui concerne la production de livres issus directement de ces films et qu'on retrouve un peu partout, donc dans les librairies, les Costco, les Walmart et même au Canadian Tire. Au milieu de ces livres, on en trouve d'autres, généralement destinés à la jeunesse, qui semblent avoir deux choix. Ou bien adopter au maximum l'esthétique disneyenne, comme un camouflage, ou au contraire, récuser cette esthétique, soit dans un but artistique, soit plus pragmatiquement pour éviter les poursuites. Partir de zéro est impossible. Une illustratrice peut ne pas avoir été marquée par les gravures de Gustave Doré ou par les dessins d'Arthur Rackham, mais ne peut pas ignorer les princesses de Disney. Elle sait, cette illustratrice, que ce sont les princesses de Disney, mais elle sait aussi que pour ses enfants et tous les autres, ce sont Blanche-Neige, Cendrillon et Aurore, les vrais, celles pour lesquelles ils ont fait 1 heure de fil pour en avoir l'autographe à Disney World. Katia Rayburn l'a bien montré dans un mémoire réalisé au département de communication de l'UQAM en 1999, qui se veut une analyse comparative du Cendrillon de Perrault et de celui de Disney, mais pour lequel elle s'est livrée à une expérience intéressante. Elle a demandé à 60 élèves d'environ 10 ans de dessiner Cendrillon sans leur avoir présenté le film. Or, je cite, « Dans l'ensemble, les enfants ont reproduit le personnage tiré du film de Walt Disney dans une séquence précise. Cendrillon dans le jardin, Cendrillon effectuant une tâche ménagère, Cendrillon au bal, Cendrillon laissant échapper sa pantoufle. » Cette fidélisation à Disney démontre qu'ils ont visionné le film et qu'ils ont gardé en mémoire certaines séquences. Fin de la citation. Rayburn a inclus 5 de ses dessins dans son mémoire, dont je vous montre les 3 qui me semblaient les plus intéressants. Donc, le premier reprend la scène du film où Cendrillon lave l'escalier du hall. On voit les bulles de savon qui jouent un rôle important dans le film. Mais il mêle d'autres éléments. La fenêtre de sa chambre, où centre Cendrillon, et un des petits oiseaux bleus qui la suit partout. Donc, la deuxième diapo montre une fidélité presque absolue à la Cendrillon de Disney. Et enfin, dans le dernier dessin, l'élève associe à tel point Cendrillon à Disney qu'il ou elle a pris la peine d'en inclure la marque dans son dessin. Donc, je vous rappelle que on n'a pas demandé aux enfants de dessiner après avoir vu le film, mais vraiment de dessiner Cendrillon sans qu'il y ait aucune contextualisation par rapport à Disney. D'ailleurs, ici, on voit que l'ensemble évoque la couverture du VHS de cette époque-là, puisque Cendrillon et sa fille marraine semblent avoir été fusionnés, et la citrouille aussi. Il semble donc sans équivoque que les enfants associent assez rapidement le personnage de Cendrillon à la Cendrillon de Disney. Dans ce cas-ci, le lien pourrait avoir été renforcé par le fait que Disney s'est fortement basé sur la version de Perrault, sans doute la seule autre qu'ils connaissent, et il serait intéressant de refaire l'expérience, mais en lisant d'abord aux élèves la version des frères Grimm, voir une version folklorique africaine ou canadienne, dont les scénarios sont complètement différents de celui de Disney, de sorte qu'ils n'auraient plus le choix de forcer un autre travail de représentation. Malheureusement, ces versions sont le plus souvent confinées à des éditions destinées à un usage savant. Les éditions populaires qui circulent, elles, sont soumises à l'influence de Disney. Souvent, cette influence vient pratiquement du plagiat, comme en témoigne le film Cinderella des productions Jetlag, qui date de 1994. Le film se distingue de Disney sur certains plans. Bien qu'il soit principalement inspiré de la version de Perrault, Cendrillon doit par exemple trier un plat de lentilles, détail qui provient de diverses versions traditionnelles, dont celle des Grimm. Sur le plan esthétique, la Cendrillon de Jetlag est assez différente de celle de Disney. Ce qui nous indique qu'il y avait jusqu'à un certain point une intention de se détacher du film de Disney. Donc, de ne pas simplement faire un nouveau Disney. Clochette. Pour la bonne fée, on a aussi pris une autre direction en allant davantage du côté des petits personnages surnaturels que de la bonne grand-mère. Quand par contre on observe la marâtre, il devient difficile de ne pas remarquer l'influence de Disney. Le visage a les mêmes traits angulaires, le même nez crochu, la même coiffure haute qui retient les cheveux depuis le front exactement de la même façon. Les yeux verts de la première sont noirs chez la deuxième, mais leur couleur est reprise dans les bijoux qu'elle porte aux oreilles, et la forme des paupières, elle, est conservée. Le film de Jetlag est une production de masse sans grande prétention artistique, alors l'analogie ne surprend pas et est loin d'être unique.
On n'a qu'à comparer la présentation du DVD Snow White, sorti en 2002, avec celle de la VHS, la version disneyenne qu'on trouvait dans les années 1990 pour s'en convaincre. Si ce n'est que celle de Disney met l'accent sur la marâtre, donc on voit en haut complètement et aussi derrière Blanche-Neige qui tient une pomme. Les deux sont composés de la même façon et insistent sur les nains, qui jouent pourtant un rôle très secondaire dans les versions traditionnelles, y compris dans celle des Grimm. Ce genre de détails se reproduit cependant aussi dans des contes illustrés qui sont davantage axés sur la valeur artistique des contes, comme c'est le cas dans ceux qu'on trouve dans, je l'ai ici, mon premier Larousse des contes. Alors que les éditions de masse des contes destinés à la jeunesse sont souvent anonymes, mentionnant tout au plus dans la page de crédit un éditeur ou un responsable de collection et un illustrateur, le Larousse insiste sur le nom des illustrateurs et est allé chercher non pas des gens capables de copier un style, mais bien des artistes dont la démarche montre un réel désir de s'affranchir de ce qu'on nomme chez Disney le style en haut, donc caractérisé par des personnes aux grands yeux, tout en rondeur, avec des couleurs vives et unies, un peu comme les nains qu'on voit ici. Cette scène, dessinée par Anne Wilsdorf, donc qui se retrouve dans mon premier Larousse des contes pour La Belle au bois dormant, qui représente un château endormi, en témoigne assez bien. On est dans un registre beaucoup plus comique, presque caricatural, et la princesse a assez peu à voir avec l'aurore de Disney. Quand on jette un regard à la fille qui n'a pas été invitée, là, c'est autre chose. On constate que même si le style de dessin est sensiblement différent, il correspond tout à fait à la vision qu'en avait Disney. Donc, en noir et violet, le visage verdâtre, les traits angulaires, col remonté, mais surtout les cornes, qui ne sont mentionnées ni dans la version de Perrault, ni dans les versions traditionnelles. Alors qu'on pouvait sans exagérer parler de plagiat avec la marade de Cendrillon, les productions de Jetlag, ici on est face à une influence inconsciente de l'imagerie de Disney puisque le personnage créé par Disney surgit malgré une intention visible de s'éloigner de cette esthétique a priori. L'illustratrice a habillé son personnage de vêtements amples qui donnent au premier abord l'impression d'une femme ronde à l'opposé du personnage longiligne créé par Disney et ces traits caricaturaux l'éloignent en tout point de la femme fatale qui est Magnificent. Par contre, les traits que nous avons mentionnés d'abord étaient visiblement si intériorisés qu'ils ont résisté au processus d'appropriation du personnage par l'illustratrice. Je passe maintenant aux réécritures un peu plus artistiques. Donc, jusqu'à maintenant, on s'est intéressé à la façon dont Disney a influencé les enfants et les productions pour enfants. Et il semble que d'une certaine façon, ça aille de soi. Si, comme Katia Rayburn l'a montré, les enfants associent d'emblée Cendrillon à la Cendrillon de Disney, on comprend que ceux qui ont les enfants comme public cible, cherchent à leur donner une prise, à leur fournir des points de repère à travers leur réinterprétation du conte. Mais bien sûr, les enfants vieillissent et aujourd'hui, ce sont tous ceux qui ont moins de 90 ans qui ont connu les films de Disney, minimalement Snow White, dans leur enfance. Le conte merveilleux traditionnel, en ce qu'il participait autrefois de l'ère du conte et se déployait en autant de versions qu'il y avait de conteurs, n'existe pour ainsi dire plus, et il semble qu'on ait du mal à accepter que les contes de Cendrillon, La Belle au bois dormant ou Blanche-Neige ne sont pas des œuvres de Disney, de Perrault ou de Grimm, mais qu'elles nous appartiennent à tous et peuvent être réécrites sans qu'on ait à se réclamer d'un hypotexte. On a cessé aujourd'hui de réécrire Cendrillon, c'est-à-dire d'en reprendre la structure de base en modifiant des détails qui ne sont plus d'actualité. On écrit maintenant sur Cendrillon, autour de Cendrillon. La masse d'œuvres actuelles qui tirent leurs prémices des contes de fées montrent qu'ils exercent toujours une influence sur nous, une fascination sur nous, mais comme des vestiges du passé qui doivent être retournés. Et entre le conte de Disney, le conte d'auteur, donc celui de Perrault, Grimm, Daunois, Le Prince de Beaumont, et le conte folklorique, donc celui qui a à la fois aucun auteur et une infinité d'auteurs, entre ces trois types de contes, ou ces trois moments du conte, il semble que les artistes et les publics aient du mal à se situer. La série photographique Fallen Princesses de Dina Goldstein constitue un bon exemple de cette indécision. On peut lire sur le site, en guise de présentation, The series creates metaphors out of the myths of fairy tales, forcing the viewer to contemplate real life, failed dreams, addiction, obesity, cancer, the extinction of indigenous culture, pollution, war and fallacy of chasing central youth. By embracing the textures and colors created by Walt Disney, which built a multi-billion-dollar empire exploiting the fairy tales, Fallen Princesses exposes the consumerism that has negated the value of these ancient parables. On comprend de cette explication que Goldstein montre du respect pour les versions traditionnelles des contes et déplore leur détournement par Disney. Pourtant, ces photos invitent à croire le contraire. Les désillusions de Blanche-Neige, de Cendrillon et La Belle au bois dormant
et son prince sont confrontés à un monde réel et contemporain, peuvent se comprendre à partir de n'importe quelle version orale de ces contes. Les représentations disneyennes, dans ce contexte, ne sont là que pour nous permettre de reconnaître les personnages. La critique de Disney ici passe donc derrière celle des contes merveilleux traditionnels, ce dont témoigne d'ailleurs l'absence de cohérence dans le choix des contes et des représentations. Dans nos 3 exemples, on voit que Blanche-Neige et Cendrillon sont celles de Disney. Par contre, La Belle au bois dormant, qu'on pouvait facilement reconnaître grâce à son lit, n'emprunte pas l'esthétique disneyenne. D'autres personnages de contes de fées évoqués par Goldstein, La princesse au bas de pois, Le petit chaperon rouge et Réponse, n'avaient quant à eux jamais fait l'objet d'un long métrage de Disney. Évidemment, aujourd'hui, on a Tangled qui est sorti en 2010, mais c'est 2 ans après la photo Rapunzel qu'on voit ici. Le message de l'artiste quant aux désillusions que nous offre le monde contemporain face aux fantasmes de simplicité que nous proposent les contes est intéressant, mais la place que Disney y prend reste ambiguë, au point qu'on a du mal à ne pas simplement y voir un reflet de la facilité qu'on trouve dans Jetlag et dans de nombreuses productions de masse, celle qui pousse à emprunter une représentation déjà universellement connue plutôt que de tenter d'en créer une neuve à partir des motifs qui reviennent dans les versions traditionnelles des contes. Autre œuvre où la place de Disney fait naître des questions, au Québec cette fois, l'excellent Javotte de Simon Boulris. Cette fois, le lien avec le conte de fées est subtil, au point qu'on pourrait facilement lire le livre sans le remarquer. Cendrillon n'arrive précisément qu'à la dernière page du livre, qui n'est jusque-là faite que d'allusions au conte de Perrault, mais surtout au conte des frères Grimm à travers la mutilation des orteils du personnage et l'obsession de Javotte de voir sa rivale éborgnée par des oiseaux, réels ou factices. Allusion aussi à la théorie de Balzac illettré selon laquelle la pantoufle des versions traditionnelles aurait peut-être été faite de verre, V-A-I-R, de fourrure d'écureuil, théorie qui prend enfin son sens dans ce contexte où il s'agit de la chaussure dégoûtante de Javotte et non de l'objet qui, au pied de Cendrillon, attire tous les regards. Pour le reste, le Javotte de Simon Boulris prend principalement ses références dans la version de Disney, c'est-à-dire qu'il emprunte au long métrage les noms et l'apparence des personnages. Je cite: « Dans la famille Truman, les filles sont grandes, elles sont élancées, ont des bras maigres, de jolies mains, un petit ventre, le nez retroussé et des pieds interminables. » On voit à quel point cette description-là correspond à l'imagerie de Disney. Les sœurs n'ont pas, comme chez Perrault, une robe de velours rouge et un manteau de fleurs d'or. Javotte a des cheveux noirs et une robe verte. Sa sœur, Anastasie, a une chevelure caramel et une robe mauve. Leur chat s'appelle Lucifer, leur mère, Madame Truman. La Javotte de Simon Boulris, c'est la Javotte de Disney, ce que la critique ne semble pas avoir relevé. Daniel Lorrain va jusqu'à avancer dans un article, je cite, « Javotte, drôle de prénom, n'est-ce pas? Ça ne vous dit rien? C'est la méchante demi-sœur de Cendrillon dans le conte de Perrault. Et la sœur de Javotte s'appelle bel et bien Anastasie. » Fin de la citation. Pourtant, Perrault, s'il nomme bien à un moment Mademoiselle Javotte, l'aînée de Cendrillon, ne nomme jamais sa sœur cadette, qui naît Anastasie, que chez Disney. On ne s'étonne pas de voir une référence à Disney chez Boulris, qui aime multiplier dans ses œuvres les références à la culture populaire moderne. Pas plus qu'on ne s'étonne, en lisant Le Trois princesses de Guillaume Corbeil, de voir une référence à la souris Jack de Disney dans le personnage du rat amoureux de Cendrillon. Les versions de Disney aujourd'hui font partie de notre patrimoine, de la même façon que celles de Perrault et des frères Grimm, qui, faut-il le rappeler, ne pouvaient pas davantage se targuer d'être des versions originales. Le problème, toutefois, survient lorsqu'il n'y a plus de distinction entre ce qui tient du conte, merveilleux populaire, ces œuvres qui appartiennent à tous et peuvent à chaque instant être réinventées par tous, et les versions disneyennes dont les détails copyrightés semblent être imprimés dans les esprits comme des conditions sine qua non des contes en question. Le fait que Disney donne actuellement abondamment dans le détournement des contes merveilleux, par exemple avec Enchanted, Maleficent et la série Once Upon a Time dont on a parlé, en prenant bien sûr ses propres créations pour modèle, n'a rien pour nous aider à nous débarrasser de cette hégémonie. La solution? Les regarder si on le souhaite, oui, mais retourner aussi à des versions traditionnelles, continuer de les faire circuler, s'y initier, et initier aussi les générations à venir, et enfin ne pas craindre de compter, sans livre, sans film, pour se rappeler que tous ces contes nous appartiennent encore. Comme Marc Laberge le disait ce matin, il ne faut jamais renoncer à la création de nos propres images.